Bonjour, on entame aujourd'hui le chapitre 6, les threads et les sémaphores. Donc, on va poursuivre avec les sémaphores. On aura le plan suivant. Tout d'abord, une définition des sémaphores. Par la suite, on va citer quelques types de sémaphores, à savoir les sémaphores mutex, les sémaphores de synchronisation et les sémaphores de comptage. Commençons d'abord par une petite définition sur les sémaphores. On peut définir un sémaphore comme étant une variable globale de type enregistrement contenant deux champs. Le premier champ, ça représente un entier n. Le deuxième champ, c'est une file de processus FIFO. Bien sûr, on peut accéder à cette variable sémaphore à travers trois fonctions. La première fonction, c'est la fonction i de s, permettant d'initialiser le sémaphore avec la valeur val donnée en paramètre. La deuxième fonction, c'est la fonction p de s, permettant de décrémenter la valeur de s de 1 et de bloquer le processus dans la file de processus. La troisième fonction, c'est la fonction v de s, permettant d'incrémenter la valeur de n et de libérer le processus bloqué dans la file de processus. Pour comprendre les fonctions p de s et v de s, on va prendre l'exemple suivant. Donc, on représente ici l'exemple de parking de voiture. Donc ici, comme vous voyez, notre parking il est composé de 3 places libres à l'état initial. Donc à chaque place correspond ici une lampe. Si la lampe elle est verte, donc la place elle est libre. Si la lampe elle est rouge, donc la place elle est occupée. Pour ceci, on représente aussi deux capteurs. Donc le premier capteur rouge et le deuxième capteur qui est vert. Donc le premier capteur rouge va déclencher l'appel de la fonction p de s. Le deuxième capteur vert va déclencher l'appel de la fonction v de s. Donc comme vous voyez ici, le nombre initial de n c'est égal à 3, représentant le nombre de places libres dans notre parking. Donc si on a l'arrivée de la première voiture verte, comme vous voyez, elle va passer par le capteur rouge, d'où on va appeler la fonction P. Donc, on va décrémenter la valeur de n et on va modifier la couleur de la lampe à la couleur rouge. De même pour la deuxième voiture. Donc, on décrémente la valeur de n et on modifie la couleur de la lampe à la couleur rouge. Pour la troisième voiture, c'est la même chose. Donc, on aura finalement la valeur de n qui est égale à 0 et toutes les lampes qui sont devenues rouges. Donc, ici, on n'aura plus de place libre dans notre parking. Donc, toutes les lampes sont rouges et la valeur n sera égale à 0. Si on aura une arrivée d'une autre voiture, donc elle va détecter que toutes les couleurs sont rouges. Donc, pas de place dans le parking. Donc, après un certain temps, les voitures peuvent sortir du parking. Donc, bien sûr, ils vont passer par le capteur vert. Donc, on va prendre l'exemple de la voiture rouge. Comme vous voyez ici, donc, si elle va passer par le capteur vert, donc on va appeler la fonction v de s qui va incrémenter la valeur de n. Bien sûr, la lampe correspondante va être modifiée. Donc, on aura la couleur verte de la lampe et on aura une place libre dans notre parking. En langage C, on doit utiliser la bibliothèque sémaphore.h. Bien sûr, tout d'abord, il faut déclarer notre variable sémaphore. Pour la déclaration, donc, on aura l'instruction simts. Puis, comme toute variable, donc on doit l'initialiser. Bien sûr, l'initialisation de la variable sémaphore se fait par la fonction siminit qui va prendre trois paramètres. Donc, le premier paramètre, c'est le sémaphore en question. Le deuxième paramètre, en général, on va le mettre à égal à 0. Le troisième paramètre, ça représente la valeur initiale de notre sémaphore. Puis, pour bloquer le sémaphore, bien sûr, ici, on aura l'appel de la fonction p de s qui est égal ici avec en langage C à la fonction simWait. Donc simWait c'est l'équivalent ici de la variable de l'appel de la fonction p de s.
pour libérer le sémaphore. Donc on aura V de S en langage algorithmique. Donc en langage C, on aura SimPost et en paramètre, on va donner le sémaphore en question. Pour voir plus en détail le code de SimWait et SimPost, donc ici, si on va définir la fonction SimWait, donc on va trouver qu'elle est divisée en deux parties. Donc la première partie, c'est la décrémentation de la variable n. Et la deuxième partie, c'est de bloquer le processus en question. Donc on va le mettre dans la file de processus. Pour la fonction SimPost, c'est exactement le cas contraire. Donc on va incrémenter la valeur de n et bien sûr on va libérer le sémaphore, le processus en question. Le premier processus dans la file de processus. Donc on passe ici à définir les différents types de sémaphores. Donc normalement on va trouver principalement deux types de sémaphores selon la valeur initiale de n. Si la valeur de n c'est égal à 0 ou bien 1, donc on aura un sémaphore binaire. Si la valeur de sémaphore elle est initialisée avec une valeur strictement supérieure à 1, donc on aura un sémaphore général ou bien un sémaphore de comptage. Pour le premier type de sémaphore binaire, donc si la valeur initiale de sémaphore c'est égal à 1, donc il s'agit ici d'un sémaphore mutex qui permet de protéger une section critique. En général, on va l'appeler mutex, ce sémaphore-là. Si la valeur initiale c'est égal à 0, donc il s'agit d'un sémaphore bloquant. Donc bien sûr ici on va trouver différentes utilisations de sémaphores bloquants. Par exemple, on peut les trouver dans le cas de sémaphores de synchronisation, les sémaphores de problèmes de rendez-vous, etc. On commence d'abord par les sémaphores mutex. Pour ceci, on va prendre la définition d'un sémaphore mutex. Donc la sémaphore mutex, il permet, comme son nom l'indique, d'exécuter l'exclusion mutuelle d'une ressource. Donc si une ressource est en exclusion mutuelle, c'est-à-dire qu'un et un seul processus peut utiliser cette ressource à un instant donné. Donc un sémaphore mutex permet de contrôler, de protéger l'accès à cette ressource unique partagée. Cette ressource peut être une donnée, une variable, un fichier, etc. Le sémaphore mutex, comme on a dit, doit être toujours initialisé avec la valeur 1. On prend l'exemple suivant. Si on a ici dans la fonction main la création de 5 threads. Comme vous voyez ici, dans une boucle for, donc on va créer 5 threads. Chacun de ces threads-là va appeler la fonction débité solde. Donc la fonction débité solde, ici, va décrémenter la valeur de solde de 40 et elle va afficher la valeur de solde. Bien sûr ici, solde, c'est une variable globale de type lang. Comme vous voyez ici, cette variable solde initialement est égale à 400. En principe, si on va appeler 5 fois la fonction débité, bien sûr, le solde final va être 5 fois 40, c'est 200. On aura le résultat suivant. Sauf que, comme vous voyez, l'organisation de l'affichage est incohérente. Donc, vous voyez ici, dans le premier affichage, donc 360, le passage du premier affichage 360A au deuxième affichage 280, puis le passage 280 à 320, c'est incohérent. Donc, on n'a pas une diminution de 80 et on n'a pas une augmentation de 40. Donc, d'où ici, on aura un affichage incohérent. Donc, ici, il faut chercher la source de ce problème. Donc, bien sûr, la source vient de la variable solde, qui est la variable globale. Donc, ici, à chaque apparition de la variable solde, on va l'encadrer et on va mentionner qu'il s'agit ici d'une section critique. On peut définir une section critique comme étant une suite d'instructions accédant à une donnée partagée et ces instructions peuvent produire des résultats incohérents ou bien imprévisibles lorsqu'elles sont exécutées simultanément par des processus différents ou bien des threads différents. Les sections critiques doivent être toujours exécutées en exclusion mutuelle. Donc ici,
on doit appliquer les règles suivantes. Donc, avant d'entrer à la section critique, un processus doit s'assurer que cette section, elle est libre. Donc, si elle est libre, donc il peut exécuter cette section critique. Si elle n'est pas libre, bien sûr, il va être bloqué jusqu'à ce que cette section doit être libre. D'où on a une nécessité de définir un protocole pour entrer à la section critique. De même pour la sortie de la section critique. Donc, un processus terminant son exécution de la section critique doit bien sûr la libérer aux autres processus qui attendent leur tour pour exécuter la section critique. D'où une nécessité de définir un protocole de sortie de la section critique. Donc, en général, la structure correcte d'un programme contenant une section critique doit être de la manière suivante. Donc, on va encadrer la section critique par une section d'entrée et une section de sortie en langage algorithmique. Donc, la section d'entrée, c'est P de S, la section de sortie, c'est V de S. En langage C, donc, la section critique va être encadrée par SymWait et SymPost. Si on revient maintenant à notre exemple, bien sûr, ici, on va ajouter SymWait avant la première section critique, SymPost après la section critique, de même pour la deuxième section critique. N'oublions pas d'initialiser notre sémaphore dans la fonction main. Bien sûr, l'initialisation, comme on a dit, c'est toujours avec la valeur 1. Et bien sûr, il faut déclarer le sémaphore comme étant une variable globale. Et n'oublions pas de mentionner la bibliothèque sémaphore.h. Si on va exécuter maintenant notre programme, on aura bien sûr un résultat cohérent, correct, parce qu'on a bien sûr protégé notre section critique.